Bienvenue tout le monde à ce deuxième épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Il y a 2 semaines, on a parlé d'une introduction générale au symbolisme. Puis aujourd'hui, pour cet épisode, j'avais envie de sauter dans un récit, quelque chose de plus narratif pour nous aider à appliquer ça plus concrètement, mais en même temps, ça va être en continuité avec ce dont on a parlé parce que je vais parler des zombies qui nous donnent un paquet de mythes pour penser justement à comment on a perdu notre symbolisme aujourd'hui, parce que les zombies sont des créatures justement qui ont perdu la capacité de percevoir tous les patterns qui dépassent le simple niveau matériel. Fait qu'on peut commencer en parlant un petit peu, disons, des thèmes communs dans justement le mythe des zombies. Puis avec ça, je pense qu'on va pouvoir faire sortir naturellement plein d'interprétations symboliques de qu'est-ce que ça veut dire tel aspect du mythe des zombies, en quoi ça s'applique encore à nous aujourd'hui. Puis ça va nous aider à comprendre à la fois mieux les zombies puis mieux le monde dans lequel on vit présentement. Fait que sans plus attendre, j'ai envie de commencer avec la chose la plus simple chez les zombies. Là. On a des créatures qui sont mortes, mais vivantes d'une certaine façon. C'est une inversion de l'apocalypse chrétienne, là, où au lieu d'avoir des créatures qui reviennent à la vie après la mort avec un corps glorieux, ben, ils reviennent à la vie avec un corps qui est mort, en fait, puis un semblant de signification. Là. Ils ont juste plein de simulacres de sens, mais ils n'ont jamais de sens vraiment dans leur existence, les zombies. Fait que, par exemple, les zombies n'ont pas la capacité d'interagir avec d'autres personnes. Ils se promènent en groupe de zombies, mais ils font juste suivre la masse. Ils n'ont aucune capacité d'établir une communion avec les autres zombies. Ils n'ont même pas la capacité de parler, là, le logos, la capacité de faire sens des choses. Ils n'ont pas accès à ça. Ils n'ont pas accès à ces patterns-là. Ils n'ont évidemment pas de relations complexes avec d'autres personnes qui auraient du sens, pas de famille, quoi que ce soit du genre. Ils ont juste des passions super Mhm. simples, là, c'est-à-dire dévorer des choses, puis notamment dévorer des cerveaux. Puis ça, c'est super significatif parce que le cerveau, c'est l'organe matériel qui nous permet, disons, de, de percevoir du sens dans le monde. C'est un médiateur, disons, entre le monde spirituel et le monde sensible. Nos perceptions passent à travers ça. Puis ben, les zombies veulent dévorer cet organe-là, justement, parce que c'est disons, la chose la plus proche qui reste à un matérialiste pour s'approcher du sens. Là. C'est Il y a ça. plein. C'est super commun. Il y a même, j'avais entendu un terme en français. Je ne sais pas si c'était la neuromanie ou quelque chose comme ça, où pendant un bout de temps, il y avait un gros mouvement de plein de philosophes, entre autres, qui essayaient de réduire toutes les choses au cerveau. Puis même, on entendait ça dans la sphère populaire, là, où, Ah OK, ouais, oui. si tu vas Il y a, pas il y a bien, c'est à plein de cause gens. Tu, de. tu parles à des gens normaux, là, puis tu essaies de leur parler de choses spirituelles, puis ils disent ouais, mais c'est juste des produits chimiques dans ton cerveau, c'est juste des endorphines, c'est juste. OK. C'est comme ça l'explique absolument pas ton expérience. Ouais, c'est le classique du zombie. Là, c'est ça juste de te plonger dans les trucs matériels parce que c'est la seule chose qui reste dans ton monde. Là. Ouais. Puis, un autre aspect qu'on peut montrer, c'est que les zombies n'ont pas non plus vraiment de but. Il n'y a pas vraiment d'endroit où ils s'en vont. Là. Ils suivent leur passion à court terme là, de dévorer des cerveaux, mais ils n'ont pas de but plus loin que ça. Ils n'ont pas de destination. Il n'y a même pas clairement de bien et de mal, en fait, chez les zombies. Là. Ils font juste suivre leur passion. Puis on le sent souvent dans le désespoir là, qu'il y a dans les films de zombies, là, où les, les gens vont souvent juste essayer de survivre, puis il n'y a pas trop d'espoir. Dans plein de films, tout le monde finit juste par mourir, puis c'est comme entendu que c'est ça qui se passe. Dans d'autres films, les gens, ils tuent des zombies, mais c'est même pas vu nécessairement comme bien, là. C'est plus tu fais ce que tu peux. Puis des fois, les gens essaient de faire des civilisations, mais ça ne semble pas fonctionner plus que ça. On s'attend à que tout le monde va mourir de toute façon. On peut explorer plus tard un peu des solutions potentielles qu'il y avait dans certains films, là, qui approximaient des choses qui étaient bien. Mais pour l'instant, je pense que c'est bien de juste commencer avec disons, la base du mythe des zombies. Puis un autre truc que je pense qui est significatif dans le mythe des zombies, c'est la façon dont les choses ont commencé. Dans l'histoire de zombies, souvent, ça va être un virus qui est sorti du laboratoire d'une certaine façon. Puis c'est ça qui s'est passé avec le matérialisme, en fait. Là. Si on regarde la genèse là, de tout ça, là, on avait parlé un petit peu, je pense, justement, dans le dernier podcast, que Galilée avait commencé à enlever les qualités du monde, puis dire que le monde était juste mathématique. Puis même dans une certaine mesure, tant que ça reste dans le laboratoire, ça, c'est pas mauvais là, pour autant. C'est une hypothèse que tu peux faire là, tant qu'elle reste bien
restreinte au laboratoire. Là. On va essayer de réduire les choses à des quantités, puis on va voir où on peut arriver avec tout ça. Mais quand cette façon-là de penser, ce virus-là s'est échappé du laboratoire, puis les gens se sont mis à penser de plus en plus en termes juste matériels, sans s'en rendre compte, on est devenu des zombies où on essaie de réduire tout justement à de la quantité, à des mathématiques, puis à enlever tout le sens qu'on peut trouver dans le monde. Oui, ou voir le sens comme champ artificiel. Mais je pense Ouais. que moi, j'aime vraiment disons, ton désir d'aller. On a commencé la semaine passée avec une introduction, fait qu'on a commencé avec le début, puis on va direct à la fin, du début à la fin, jusqu'à l'endroit où le sens se défait. Puis le zombie, ce qui est fascinant du zombie, c'est que c'est un des seuls mythes contemporains, on pourrait dire, parce que le zombie, comme on le conçoit en ce moment, la version de Ramiro, celle qu'on voit dans Night of the Living Dead, puis tous ces films-là, en fait, c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 60, puis qu'on peut trouver des bribes de ça dans les anciennes histoires, mais pas vraiment quelque chose qui se tient de la façon dont c'est présenté. Puis j'ai vu même, il y a des philosophes comme Jacques Derrida qui disaient que le zombie, c'est en fait, c'est vraiment le mythe d'aujourd'hui. Là. C'est comme c'est le monstre de notre société, dans le fond. C'est le monstre qui représente le mieux notre société. Puis c'est ça, quand tu regardes l'origine du zombie, souvent dans les films de zombies, tu ne sais pas, en fait, d'où ça vient. Ça, c'est super intéressant. Il n'y a pas de raison. Puis quand il y a une raison, c'est un accident. C'est-à-dire que c'est une erreur. Puis l'erreur, c'est déjà un endroit où le sens s'effondre. C'est déjà un endroit où la raison des choses c'est un péché, dans le fond. C'est comme c'est manquer ce que tu essayais de faire. Puis à cause de cette erreur-là, ben là, ça l'amène un vide de sens. Puis ce vide de sens-là, il se manifeste dans le zombie lui-même. Mais aussi, comme tu as dit, pas juste dans le zombie, mais aussi ceux qui, d'une certaine façon, résistent aux zombies. Ces gens-là, ils deviennent souvent très pathologiques dans l'histoire des films. C'est souvent ça, la vraie histoire du film. Là. La vraie histoire du film, c'est pas les zombies en tant que tels, mais plutôt comment que les gens qui essaient de survivre aux zombies, comment leur société ou leur communauté, leur groupe dégénère, puis ça devient qu'ils se tuent entre eux-mêmes, puis que finalement, ils se dévorent entre eux. Puis, c'est un peu c'est un peu l'idée de montrer qu'en fait, les gens, même ceux qui essaient de survivre aux zombies, ils ont en eux aussi le zombie déjà, même s'ils ne sont pas physiquement des zombies, mais ils n'ont pas, comme tu dis, ils n'arrivent pas à communier ensemble et aller vers un but qui va transcender leur survie matérielle dans ce moment-là. Là. Puis quasiment tous les films de zombies finissent avec le désespoir. C'est-à-dire, parce que l'apocalypse zombie, ça ne finit pas. C'est juste sans arrêt. Puis, l'exemple le plus marquant de ça, c'est que je ne sais pas s'ils le font encore, mais à un moment donné, dans ma jeunesse, tous les jeux vidéo, il y avait comme une version zombie du jeu vidéo. Puis c'est toujours la même chose. Il n'y avait pas de fin. Tu faisais juste tuer des zombies jusqu'à temps que tu meurs. Puis le but, c'était juste de tuer le plus de zombies possible, mais c'était sûr que la fin du jeu, c'était qu'à un moment donné, les zombies allaient comme prendre le dessus puis que tu allais mourir. Tu sais. Fait que c'est vraiment une espèce de nihilisme qui voit, à cause qu'on voit la matérialité comme étant la seule causalité, à ce moment-là, on sait que la matérialité, elle se décompose, qu'elle n'a pas une solidité éternelle, disons. Ouais, il y a un parallèle qu'on peut faire là, en comparant les humains puis les zombies dans les mythes de zombies avec ce qui s'est passé au 20e siècle, par exemple, là, où tu as comme deux branches qui sortent. Là, quand tu commences à réduire les choses à juste leurs composantes matérielles, ben, tu peux devenir nihiliste, tu peux devenir un zombie là, qui voit juste plus de sens dans les choses, puis qui voit juste de la matière. Puis de l'autre côté, les gens qui sont pas nihilistes, qui essaient de rester des humains, mais comme tu dis, ils sont pas capables de communiquer comme il faut. Fait qu'ils finissent par se rassembler dans des tyrannies. Là. La chose qu'on est capable une fois qu'on perd la capacité de percevoir des patterns plus élevés, disons religieux, ben, on tombe dans des simulacres séculiers, puis ça va souvent tomber dans du nationalisme, des alternatives séculières qui nous permettent quand même d'essayer de communier ensemble. Fait que c'est ça qui se passe dans les films de zombies concrètement, là. Soit que tu deviens un zombie, soit que tu deviens un nihiliste, ou bien tu te joins à une tyrannie. Là. Puis, Ouais, un genre de truc hyper rigide là, où ouais. tout est contrôlé, puis il y a comme un genre de. Il y a un chef qui décide tout et tout. Oui, en effet. Les choses moi, qui me fascinent vraiment par rapport aux zombies, c'est comment ils sont cohérents
avec, disons, une vision traditionnelle du monde, en fait. Même si dans notre vision matérialiste, c'est comme si on ne peut pas éviter de quand même participer dans le pattern universel de l'histoire. Puis si tu penses, disons, au monde comme l'ancien monde, comme l'idée d'une identité spirituelle au centre, toutes les communautés avaient soit un temple ou un hôtel. Disons, dans les Grecs avaient le nombril du monde. Il y avait comme un genre de point central par lequel tu mesures l'identité à partir d'un point spirituel, invisible à la limite, que tu pourrais dire. Puis, plus que tu t'éloignes de ça, bien, plus que tu rends compte des choses qui sont étranges, des choses aussi qui ne sont pas connectées à ton sens, puis des choses qui sont hostiles à toi. Alors, c'est comme si, plus que tu t'éloignes de ça, puis c'est pour ça que dans les anciens mythes, à la fin du monde, à la fin des mondes, il y avait des monstres, des inversions, des parodies, des genres des trucs idiosyncrasies, je ne sais pas comment on dit en français. Là, Je pense que ça se dit idiosyncratique. Je sais oui, pas. ça se dit. Des genres de particularités extrêmement marquées là, puis qu'on n'arrive pas à voir leur relation. Puis à l'intérieur de toi, tu peux faire le même travail, c'est-à-dire que tu as en toi une identité spirituelle qui est, disons, transcendante, le nous ou l'intelligence là, intuitive. Après ça, tu as la raison qui se manifeste. Puis après ça, là, tu commences à voir les désirs, les passions. Puis là, au bout de ça, tu as les désirs vraiment primordiaux, manger, la sexualité, les choses qui peuvent te prendre là, puis te faire oublier les autres affaires. Puis le zombie, il y a tout ça dans son histoire. C'est-à-dire, il y a tout au niveau social d'être. Chaque zombie est comme à la fois, comment je peux dire, à la fois absent de personne, mais totalement bizarre parce que chacun décompose de sa propre façon. Là. Fait que chacun est comme très particulier dans sa décomposition. Puis souvent, même dans les films, ils les font manifester des particularités comme ils vont les déguiser pour qu'il y ait l'air d'un genre de cliché social ou quelque chose qui s'est comme décomposé. Là, je ne sais pas moi, un rapper zombie, un skater zombie, ou whatever, là, tous les genres de catégories qu'on a humaines, mais qui sont comme dégénérées. Puis, en même temps, le zombie, comme tu as dit tantôt, la seule chose qui l'anime, c'est un désir. Ce désir-là fait qu'il est en masse, mais il n'est pas en communion. Puis même l'idée de la masse aussi, c'est ça, c'est ça va vers la qualité, vers la quantité. Mais les zombies, c'est toujours ça, c'est toujours un genre de soulèvement de la quantité. Il y a toujours comme une mare de zombies, là, une immense une horde de zombies qui s'en vient vers toi. Puis cette horde-là, en plus, est juste animée par le désir de dévorer. Ouais. C'est tellement une image parfaite, disons, de la fin du monde ou de la fin d'un monde. Puis c'est ça. C'est juste particulier que c'est notre mythe, disons, ou c'est le mythe, c'est le mythe auquel nous, on est arrivés. Les seuls, parce que, tu sais, on a de la misère depuis la sécularisation, et des problèmes de la sécularisation, c'est qu'on a de la difficulté à trouver des histoires pour nous rassembler. On a de la difficulté à trouver des identités d'histoire pour nous rassembler, des fêtes, des choses. On essaie de faire des choses comme la fête de la Terre ou toutes ces choses-là, mais ça ne marche pas vraiment. C'est toujours un peu factice, toujours un peu imitation. La Journée internationale des femmes, OK, on met notre petit post sur Facebook, mais il n'y a pas de célébration vraiment mais disons, notre histoire à nous, celle qui a réussi, c'est les zombies. Puis il y en a moins maintenant, c'est sûr à cause de COVID et tout, mais pendant plusieurs années, il y avait des grosses liturgies de zombies où les gens se rencontraient dans la rue, puis se déguisaient en zombies, puis faisaient des processions dans la rue, des genres de parades de zombies, des milliers de personnes. Puis c'est comme ça marche. On réussit à créer une communion autour de cette histoire-là qui est en fait l'histoire de la fin d'un monde. Oui, c'était super populaire. Puis c'est un bon moment pour voir le lien entre nos histoires puis le monde, là, de voir que ce n'est pas des trucs arbitraires. Là. Pourquoi est-ce que le mythe des zombies capturait l'attention d'autant de personnes? Là? Donc, il y a comme des millions de personnes qui regardaient, par exemple, The Walking Dead ou des films de zombies, tous ces trucs-là. Puis il y en avait plein qui sortaient, là. Ça ne finissait plus. Puis après ça, il y avait des gens justement qui allaient faire des processions avec des dizaines de milliers de personnes déguisées en zombies. Puis on peut voir que les gens sont en train d'essayer de travailler inconsciemment, parce que la plupart des gens, comme ne sont pas trop conscients, je pense que le zombie représente justement la perte de sens, là, représente le nihilisme. Puis les gens peuvent jouer
avec cette structure-là, comme pratiquer leur perception de ces patterns-là, savoir qu'est-ce que tu fais dans un monde nihiliste, justement, en se déguisant en zombie. Puis, tu sais, malgré eux, je serais curieux de savoir c'est quoi le pourcentage des gens qui se rendent compte symboliquement de qu'est-ce qu'ils font, là. Mais ils Sûrement pratiquent. très, très peu. C'est comme d'habitude. Comme il y a Ouais. très peu de gens qui comprennent pourquoi ils vont à l'église ou qu'est-ce qui se passe à l'église, là. C'est-à-dire la majorité des gens, ils participent sans comprendre, là. C'est Mhm. correct aussi, là. Ouais. Ouais. Mais il Mais reste c'est que. juste drôle que dans ce cas-là, c'est vraiment une participation à la fin du monde, là. C'est comme une messe pour la fin du monde, un peu, là. Ouais, ouais. Ouais, tu sais, comme tu parlais tantôt, toute la hiérarchie qui est rendue, disons, détruite, là, les gens gardent toutes leurs particularités, mais sont comme unis dans une grosse masse là, qui est juste unie par la chose la plus basse possible, là, par juste comme la passion vers une chose. Oui. Puis, Puis, tu sais, je veux dire, à la limite, tu sais, il y a des gens qui ont vu dans ça des images genre, du capitalisme ou des choses comme ça, puis c'est pas totalement faux. Tu sais, c'est pas limité à ça, mais c'est l'idée de dire une société qui est basée sur le désir. C'est pas nécessairement juste au niveau du capitalisme, mais aussi notre espèce d'obsession avec disons, notre obsession de mettre en valeur et de légitimiser tous les désirs sexuels, ces choses-là, de les mettre à l'avant-plan, disons. Souvent, les gens ne réalisent pas que cette affaire-là, disons, de légitimiser tous les désirs sexuels, puis je veux dire, le moteur derrière ça, c'est le même moteur que le capitalisme, hein. C'est le même mhm, moteur qui fait que le monde est légitimé par mes désirs, fait que je veux consommer, hein. Puis le mhm, zombie, c'est comme il réduit à ça, il réduit à consommer. Puis aussi, c'est intéressant que le zombie, il ne mange pas n'importe quoi, comme tu as dit. Il mange premièrement les gens. Alors là, c'est-à-dire que les gens sont réduits à des sources de plaisir pour le zombie. Ça, c'est vraiment, disons, une maladie qu'on a aujourd'hui dans notre monde. C'est qu'on voit les autres seulement comme des sources de ce qu'on va recevoir. T'sais, soit qu'on va au magasin puis on achète des choses, ou soit qu'on voit les autres comme des objets de désir ou Puis on a l'idée qu'en fait, on est malheureux si on ne reçoit pas des autres nos plaisirs ou ce qu'on pense qui nous est dû. Puis les êtres humains deviennent en fait finalement des objets de consommation. Puis, mhm, c'est quelque chose qu'on voit qui se passe dans la société. Que ce soit la fille qui poste des photos d'elle sur Instagram, qui veut se faire dévorer par les autres, ou le mhm. contraire, la personne qui cherche à dévorer les images des femmes ou qui cherche à dévorer ce genre d'affaires-là. Bien, c'est vraiment cette réduction-là de la personne à un objet de consommation. Mhm. Fait que on voit que le zombie, lui, sa seule relation qu'il peut avoir avec les autres, c'est de les manger. C'est de les prendre comme des objets de désir pour lui. Puis, ultimement, comme tu as dit, dans la version la plus caricaturale, c'est le zombie qui veut manger des cerveaux parce que comme tu dis, c'est la seule chose qui reste. Il veut manger d'une certaine façon ce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire, lui, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but, il n'y a pas de raison. Fait qu'il désire ça, il a faim. Ultimement, tu vas dire que c'est ça sa vraie faim. Il a Mhm. faim pour avoir un désir mais il ne peut pas, il n'est pas capable. Fait qu'il veut manger le sens, mais il ne peut pas manger le sens. Fait qu'il mange le cerveau. C'est une genre de caricature. Ça l'incarne la caricature des scientifiques matérialistes qui veulent réduire l'expérience humaine au cerveau. Ouais. Puis une bonne façon, je pense, de voir comment on a descendu les choses progressivement jusqu'à temps qu'il reste juste le cerveau, là, c'est de voir avec le temps. On a expliqué la genèse des zombies de façon un peu différente, là. Souvent, justement, c'est vague, mais j'aime bien l'idée que comme les gens s'attendent à ce que ce soit quelque chose qui a rapport à comme une sortie d'un laboratoire, là, ou quelque chose comme Oui, ça, oui, parce que oui. Mais l'idée d'un virus, c'est parfait parce qu'un virus, c'est aussi comment je peux dire, c'est un parasite, là. C'est Mhm, quelque chose, comme le zombie, lui, devient un parasite, mhm, comme nous, on devient des parasites d'une certaine façon, parce qu'on n'est pas en communion dans un système. mhm, On est juste là pour bénéficier. On est des bénéficiaires du système. On est puis à la limite, on paye des taxes, puis on bénéficie du système, mais on n'a pas du tout l'idée de communion comme les anciens mhm. peuples Ouais. avaient l'idée qu'on partage ensemble une identité et une histoire commune. Mhm, Puis le virus, c'est déjà la première image de ça. Quelque mhm. chose qui vient, puis qui est comme qui détruit le sens en dévorant les cellules qui ont une communion ensemble, puis en Ouais. brisant l'unité des cellules. Ouais. Ouais. Ça s'est fait comme à tu sais, plusieurs étapes là, où, disons,
avec l'idée qu'on avait, qui était initialement comme une hypothèse qu'on faisait pour faciliter la science, là, d'essayer de réduire les choses à un niveau matériel puis de voir qu'est-ce qui se passe, là. Tu vois, avec cette hypothèse-là, puis ça a détruit comme plein de niveaux de sens que justement les zombies ont plus, là. Comme on a perdu le lien avec l'idée que derrière toute la matière du monde, là, il y a un esprit derrière ça, il y a comme une intention derrière le monde. On a perdu le lien avec Dieu, on a perdu le lien entre, entre nous, là. On a perdu l'idée qu'il y a des patterns réels d'interaction entre les gens, que c'est pas juste, disons, des constructions sociales arbitraires là, qui tiennent les gens ensemble. L'idée qu'il y a vraiment une communion qui est possible entre les gens. Puis à la fin, on arrive même à plus croire qu'il y a vraiment un lien entre notre esprit et notre corps, là, qu'il reste juste de la matière dans le monde, là. Puis ben, justement, tu arrives à un point où là, c'est comme la fin de ta régression, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas trôner, comme on a parlé la dernière fois, que tu as une conscience qui n'est pas juste de la matière. Fait que, on a enlevé comme le sens du monde globalement, on a enlevé le sens des relations sociales, on essaie d'enlever le sens de même notre corps. Mais là, on arrive quand même à un point où on a comme essayé de tout jammer dans le cerveau, là, tout ce qu'on pouvait. De tout le sens qui reste, c'est comme construit, puis des projections qu'on a dans notre psychologie. Puis là, tu arrives, fait que tout ça, c'est dans le cerveau d'abord, puis on n'est comme pas capable de nier qu'il y a un sens vraiment dans les choses qu'on voit, là, qu'on a une conscience, mais c'est tout rendu jamais dans le cerveau, fait que ça a tout l'air arbitraire, détaché de toutes les autres. Puis on arrive à un point où on ne peut plus comme continuer, là. On est rendu des zombies, mais on voit qu'il y a un problème avec notre mythe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Oui, c'est ça. On arrive, disons, à la fin de cette affaire-là. Puis, l'histoire, l'image du zombie nous donne une image mythologique du résultat de cette affaire-là. Récemment, il y a quelqu'un qui citait un texte de C.S. Lewis qui était vraiment intéressant. C'était Paul Vanderklay. Les gens peuvent aller voir ses vidéos à lui. Toi et moi, on a eu beaucoup de conversations avec lui. Il citait un texte de C.S. Lewis où C.S. Lewis parlait du désir moderne d'enlever l'intelligence du monde. Puis comment qu'au début, c'était un peu de ridiculiser l'idée qu'il y a des êtres intelligents, disons, les fées, des gens de principauté qui font gérer le monde, des anges, les dieux, tout ça, puis qu'on voulait réduire le monde juste à ces causalités matérielles. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que le résultat final de ça, c'est qu'on dit qu'on veut dépersonnaliser la création, puis il y a quelque chose d'absurde à personnaliser, à faire parler les animaux, à faire parler dans les histoires, à faire parler les phénomènes naturels, disons. Puis lui, il dit le résultat final de ça, c'est qu'on va dépersonnaliser l'être humain. C'est-à-dire qu'on va arriver au point où on va être incapable de même voir l'humain dans l'humain, qu'on va réduire, dans le fond, l'humain à un animal. Puis, tu sais, t'entends des gens dire ça, hein, c'est pernicieux, là, en plus. Les gens le disent. Puis, tu sais, il y a comme un genre de sourire machiavélique quand les gens le disent. C'est comme, oh, on est juste des animaux. Tu sais. Puis là, c'est comme, c'est drôle que tu as la capacité de dire ça. C'est super intéressant parce que les autres animaux, ils n'ont même pas la capacité d'être subversifs comme toi, de dire ça. Tu sais, de dire, quand tu dis ça, tu prends pour acquis qu'il y a des gens qui se consomment pas comme des animaux. Puis tu dis, on est juste des animaux. C'est super intéressant. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vraiment une bonne observation pour les zombies aussi. C'est comme quelqu'un qui est content d'avoir une excuse de juste se livrer à ses passions, là, où on est juste des animaux, on peut être des zombies, là, c'est parfait, là, il y a juste ça. Oui, ça, il y a des gens qui désirent en fait être des zombies, pas nécessairement dans l'image du mythe, mais disons dans la réalité dans laquelle on peut la vivre aujourd'hui, qui est d'être juste des machines à consommer des plaisirs, puis que ça en fait, c'est ça le well-being. On entend même de certains penseurs qui disent que le bien-être, en fait, c'est comme un genre d'hédonisme où on n'est pas limité dans notre capacité de participer à nos plaisirs. Mm-hmm. Ouais. Puis j'avais envie de parler aussi à ce temps qu'on comprend, à moins que tu aies d'autres idées de trucs que tu voulais dire immédiatement sur le mythe des zombies lui-même, mais j'avais envie de commencer à parler des solutions qu'il y a dans certains films au mythe de zombies, puis aussi globalement du fait pourquoi, disons, la vague semble s'estomper un petit peu, là, ça intéresse un peu moins de monde, les zombies, puis vers quoi est-ce qu'on s'en va plutôt? Oui, c'est ça. Mais j'aurais peut-être une chose. Il y a quand même disons, une analyse intéressante qui a été faite des zombies par Jacques Derrida, qui peut nous aider à comprendre aussi la fonction du zombie. C'est que c'est l'indéfini aussi. C'est notre obsession avec l'indéfini dans notre société. Et là, dans le mythe du zombie, c'est-à-dire le zombie, il est comme entre la vie et la mort. C'est un mort vivant. Il n'est pas résolu dans la mort, mais il n'est pas non plus vivant. Il est comme un genre de problème irrésolu, un genre de résidu d'un processus qui est là, puis qu'on ne sait pas quoi faire avec.
Puis cette espèce d'indéterminé, c'est vraiment l'outil du nihiliste, c'est l'outil du postmoderne pour détruire les catégories. C'est qu'on prend les choses indéterminées, les choses qui sont entre deux catégories, les choses qui n'ont pas de nom clair, puis là, on les prend comme des armes pour dévorer le monde. Fait qu'on dit, ouais, mais il y a telle exception, disons, à un pattern, puis là, on essaie de mettre cette exception, parce qu'on aime l'égalité, puis on essaie de mettre cette exception-là au même niveau que la règle. Puis là, en faisant ça, finalement, l'exception vient dévorer le pattern puis commence à le gruger jusqu'à temps que, en fait, ça devient l'exception qui est la règle. Que l'exception, c'est elle qui définit le système. T'sais. Puis dans l'histoire du zombie, on voit vraiment un exemple vraiment classique de ça. Puis c'est tellement fascinant de voir qu'un philosophe comme Jacques Derrida, qui lui-même voulait faire ça. C'est-à-dire que lui, son but, c'était de déstabiliser les systèmes avec l'indétermination, que lui avait reconnu dans l'image du mort-vivant, dans l'image du zombie, un avatar de ce qu'il voulait lui-même accomplir. Ouais. Et c'est comme, c'est dur de penser, quelqu'un peut être aussi conscient. D'ailleurs, Derrida aussi, il disait que son projet, c'est un projet de virologie, que c'est un projet du virus, que son système, sa façon d'agir était comme un virus sur la société pour déstabiliser les sens, pour défaire disons, avec un parasite, tu peux comme avoir un être qui est entre l'intérieur et l'extérieur, puis qui peut commencer à dévorer son hôte, finalement. Ouais. Je me demande si c'est comme ça que le mythe de zombie fonctionne même aujourd'hui avec nous, là, parce que il nous fait quand même nous questionner à savoir, OK, qu'est-ce qui distingue les zombies de nous? Puis souvent, tu vas le voir dans les mythes de zombies eux-mêmes. Il y a, dans plein de films, dans plein de séries, les gens vont se questionner à un moment donné à savoir c'est qu'est-ce qui nous distingue vraiment des zombies? On est-tu mieux qu'eux de certaine façon? C'est quoi la différence entre nous et eux? Puis je ne sais pas si en ayant ce mythe-là de façon aussi répandue, puis qui occupe quand même de la place dans l'esprit d'autant de personnes, c'est qu'on se demande vraiment en quoi est-ce qu'on est ou qu'on n'est pas des zombies. Là. Comme ça nous fait nous questionner nous-mêmes sur cette indétermination-là que le zombie nous apporte. Oui, en effet. Puis la réponse, ça devient. C'est comme si, on peut le voir, c'est que dans la reconnaissance, disons, de l'arbitraire, ou dans la reconnaissance du nihilisme, comme tu as dit, il y a comme deux réactions. Une réaction, c'est comme s'abandonner, disons, au nihilisme et devenir des machines à consommer, ou avoir une attitude où on veut imposer une solidité vraiment forte de l'extérieur, de faire un système de contrôle extrêmement fort. Puis j'ai l'impression que c'est ça la réponse à ta question. C'est-à-dire la raison pourquoi que l'histoire du zombie est en train de s'estomper, c'est parce que là, on est rendu dans l'autre bord. C'est que là, on est rendu dans le lockdown. Là. C'est là qu'on est. On n'est plus dans la vie, on n'est plus dans on n'est plus dans la célébration du virus, même s'il y a là encore un peu, étrangement, mais on est plutôt dans le contraire où là, on veut lockdown. Là. C'est comme des systèmes de contrôle absolu, des systèmes d'identification absolue. Toutes ces choses-là sont en train de se manifester. Mais ils sont en fait un genre de miroir du problème. Là, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une solution, c'est juste un miroir du problème. Ouais. Je ne sais pas si... Je sais pas si tu avais déjà écouté John Ricky, à un moment donné, je l'avais entendu dire quelque chose sur le Joker, puis ça me revient en tête parce que le film était sorti avant la COVID, justement, là, mais c'était quand même, mais c'est quand même sorti après la grosse vague de zombies. Je pense que ça fait quelques années que ça décline un petit peu, là, le nombre de films de zombies puis tout ça. Puis John, il avait fait une bonne remarque sur le Joker. Là, il voyait ça comme, disons, le mythe qui vient après les zombies pour nous, là, où au lieu d'être en train de combattre le nihilisme dans des films de zombies, là, on passerait peut-être à un autre genre de mythe où on serait comme le Joker, puis on trouve que le monde est juste absurde, puis on veut juste comme foutre le bordel dedans. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est le clown, dans le fond. C'est comme si le clown, il vient apporter la solution au nihilisme. C'est un peu la fonction du clown aussi. C'est que le clown, il a tendance à montrer les fentes dans le système. Là, lui, il pointe, dans le fond, le problème du système qui s'effondre, mais aussi, il se moque aussi du nihilisme aussi. Il est comme dans un esprit de tournée. Là. Fait que, ça se peut, mais c'est peut-être un bon signe aussi, dans le sens que le personnage du clown, moi, j'en parle souvent dans mes vidéos, il y a aussi une fonction de retourner la situation. Quand on arrive au fond, ben là, le clown, il peut aussi... C'est comme si on veut...
le clown, oui, il va foutre le bordel dans la société, il va comme démolir le système, mais il va montrer, il va retourner les choses. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les gens, on veut détruire. Là. Tout ce qu'on a vu là, avec Black Lives Matter aux États-Unis, avec Antifa, avec les gens de. C'est une culture de protestation. Puis aussi en ce moment, là, tous les gens qui se font canceller, tous les trucs, des choses absurdes, tous les films de Disney qui se font canceller, même comme si tu vas sur. Il y a des avertissements pour le film de Peter Pan là, sur leur site, puis Dr. Seuss se fait canceller. Comme un désir de démolir la société. Oui, des moments clownesques, là, comme ce qui s'est passé au Capitole aussi. Là, c'était super bizarre. Ah oui, c'était clairement clownesque. Là. Oh boy. Tu peux presque sentir à quel point les gens n'étaient pas tout à fait dans le monde. Là. Ils étaient c'est facile d'imaginer comment ils se sentaient. Là. C'est presque comme un genre de rêve là, où tu fais on dirait que tu es dans une réalité qui ne fait pas trop de sens. Tu es comme dans un jeu vidéo pratiquement où tu peux faire des choses qu'on dirait que tu ne peux pas faire. Tu n'as comme jamais fait ça. C'est une situation complètement bizarre. Puis il n'y a comme rien de bizarre qui arrive automatiquement. Là, fait que tu continues, puis c'est étrange. Mais c'est ça aussi, c'est parce que c'est ça la fonction du carnaval. La fonction du carnaval, c'est de donner un sens à l'absurde d'une certaine façon, ou de montrer la place de l'absurde. Puis le rire fait partie de ça. Et de comprendre que l'absurde fait partie d'un monde qui est en train de tourner vers une nouvelle identité, qui arrive à la fin d'une identité, qui est en transition vers une autre identité. Fait que c'est vrai, mais peut-être en fait que le Joker puis l'esthétique du clown, c'est peut-être en fait une sorte de médicament là, pour le. C'est pas particulièrement plaisant, mais c'est possiblement un médicament pour le problème du zombie. Puis c'est ça qui va en se moquant, en montrant, disons, pointant le zombie puis en riant du zombie quasiment. Là. En riant de ceux qui essaient de se défendre du zombie et en riant du zombie, c'est comme il y a peut-être la possibilité de retourner la situation puis de finir le carnaval puis de revenir à un monde normal. Mais le carnaval, il peut durer longtemps. Ouais. Et l'image aussi du carnaval de terreur, il est là aussi. Là, parce que c'est pas juste. Le carnaval, c'est pas juste le fun, là, c'est aussi hit. Puis c'est ça aussi, le carnaval. Là. Ouais. Puis j'avais envie de parler d'autres solutions que j'avais vues dans des œuvres. Là. En fait, dans des livres. Il y avait 2 livres où ils proposaient des aspects qui étaient bons, je pense, au problème des zombies, là, sans avoir besoin de passer par quelque chose d'aussi difficile, disons, que les clowns dont on vient de parler, là, où il y avait, entre autres, je ne sais pas si tu avais lu ou écouté, il y a un livre qui s'appelait Warm Bodies, puis un film qui a été fait dessus, qui était un petit peu différent, mais tu avais la bonne idée de base, là, quand même, là-dedans, où c'est l'histoire d'un zombie qui réapprend à percevoir le sens des choses, là, puis c'est vraiment comme par étapes, là, où le zombie, c'est. Puis il y a un petit aspect comme eucharistique un petit peu là-dedans, là, où le zombie, initialement, en mangeant le cerveau de quelqu'un, va, grâce comme à l'amour que cette personne-là avait, là, en fait, c'est un amour romantique, là, ça ne va pas aussi loin que, disons, l'amour chrétien, mais c'est un genre d'amour romantique un peu moderne, là, mais reste que, comme en mangeant le cerveau d'une personne qui avait cet amour-là, un zombie comme recommence un petit peu à percevoir les choses, là, comme il développe une genre d'attirance pour la blonde du gars dont il a mangé le cerveau. Wow. Ouais. Puis, mais avec le temps, là, c'est que le zombie, il va comme kidnapper un petit peu la fille en la sauvant. Puis avec le temps, il va comme redévelopper sa perception du monde grâce à sa relation avec cette fille-là. Puis même comme à la fin du premier livre là-dessus, ça finissait quand même sur une bonne note, je trouve. Les autres livres, je suis moins sûr, mais ça finissait où comme le zombie, il redevenait pratiquement humain à la toute fin, mais c'était relié au fait qu'il devait se sacrifier. Là. Après avoir redéveloppé un paquet de sentiments et tout, il y a même des scènes un petit peu chrétiennes dedans. Là. Il y a une scène où c'est presque un baptême, là, où à un moment donné, il se fait comme attaquer, puis là, il remange quelqu'un, puis après ça, il va comme. Mais il veut vraiment comme rien. Il veut pas vraiment faire ça. Là. Puis après ça, il s'en va comme il marche dans la rue, il tombe devant une église, puis là, il y a plein d'eau, puis il pleut. Puis là, comme il fait une genre de petite prière, puis là, une confession, genre. Ouais, un genre de confession, comme il se lave la bouche, tout ça. Puis après ça, comme il continue de cheminer un petit peu, puis éventuellement, c'est en essayant de donner sa vie pour sauver sa copine qu'il revient à la vie, justement. Ah oui, intéressant. Ouais, c'est vraiment une histoire chrétienne, ouais, c'est vraiment fascinant. Ouais. Puis après ça, dans les autres livres, ça continue pas. En tout cas,
pas si bien que ça dans le reste, mais je pense qu'il y avait la bonne intuition, là, que l'idée, ça va être, disons, avec quelqu'un qui, qui donne sa vie comme Jésus avait fait, Mhm. euh, comme tu donnes ta vie pour mourir, mais ultimement pour détruire la mort. Donc là, tu as le gars qui mange, tu as le zombie qui mange le cerveau de quelqu'un, puis après ça, progressivement, redevient humain grâce à ce sacrifice-là. Puis ultimement, doit lui-même se sacrifier pour comme faire le dernier pas, là. Fait que c'est vraiment Mhm. l'idée comme de, tu sais, il bénéficie. Dans ce cas-là, c'était pas un sacrifice volontaire, là, il est juste comme tuer le gars puis tuer son cerveau, mais presque, tu sais, en bénéficiant, disons, de l'amour sacrificiel de quelqu'un, après ça, tu peux toi-même participer dans cet amour sacrificiel-là, puis redevenir humain, là, puis être seulement un zombie. Ben, Ouais. c'est sûr que l'histoire est vraiment intéressante, là, tu sais. Elle est vraiment intéressante dans le sens où, comme tu dis, elle amène à la vision, c'est quoi vraiment un être humain, qui est comme en fait le contraire du zombie, tu sais, que la vérité du sens vient dans le sacrifice de soi. C'est là qu'on trouve vraiment notre sens. C'est quand on se donne pour les autres, quand on se donne à notre famille, quand on se donne aux autres, qu'on trouve vraiment le sens à la vie. C'est comme le contraire, dans le fond, la société matérialiste, la société nihiliste. C'est un peu un mystère au niveau de la, au niveau d'une réduction matérialiste de penser ça, parce que tu dis, ben, d'abord, si tu te sacrifies pour les autres, ben, au niveau de l'évolution, ce n'est pas super pratique. Là. C'est comme tes gènes supposément ne vont pas continuer, mais il y a comme une sorte de continuation Mhm, qui n'est pas la même sorte de continuation, qui est une mhm, continuation qui affecte le monde en fait, puis que c'est l'histoire aussi qui continue, là, qui persévère, c'est-à-dire l'histoire de la personne qui s'est sacrifiée pour les autres, elle va être gardée dans la mémoire. Cette personne-là va être hautement estimée, puis il va y avoir quelque chose qui va modeler la réalité par rapport à cette histoire-là. Ce n'est pas mhm, nécessairement une idée de reproduction biologique, mais c'est plutôt une idée de reproduction mimétique. Là. C'est-à-dire c'est une histoire qui devient comme une structure pour la société puis qui donne le courant. Mais mhm. c'est la réalité. Là, c'est comme un mystère de la réalité. C'est comme, moi, je peux dire, c'est comme un mystère de la réalité qui est, comment je peux dire? C'est-à-dire que même au niveau des identités, il y a toujours Mhm, un genre de sacrifice. mhm. Ouais. Parce que n'importe quelle chose, là, n'importe quel objet, là, j'ai toujours les mêmes objets, mais disons une chaise, l'identité de la chaise doit se sacrifier pour s'incarner. Il Mhm, faut qu'elle accepte le compromis, qu'on pourrait dire, qu'elle descende dans le compromis. Puis la même chose pour les objets de la chaise, il faut qu'ils sacrifient un aspect de leur particularité pour participer à l'unité de leur but. C'est comme il faut que disons, une patte de chaise, ben, c'est pas peu de plein d'affaires. C'est une patte de chaise dans la mesure où elle participe à la chaise. mhm, Mais pour être une patte de chaise, participer à la chaise, il ne faut pas que la patte de chaise soit un bâton pour taper sa tête de quelqu'un. Il ne faut pas que mhm, la patte de chaise soit plein d'autres affaires qu'elle pourrait être. Il faut comme qu'elle sacrifie son potentiel pour pour participer à un corps commun, disons. Ça, mhm, c'est ça pour nous. C'est-à-dire, si on veut participer à une société, on doit sacrifier un aspect de notre particularité, nos désirs particuliers, nos petits trucs. Comme j'ai envie de prendre le 10 piastres de mon voisin qui est dans son portefeuille, mais il faut que je sacrifie ça pour pouvoir être en communion. Il faut que je sacrifie un aspect de mes désirs, mhm, de mes passions, tout ça. C'est comme si là, on réalise en fait que la société, elle a le pattern du sacrifice. mhm, C'est tout le contraire de la société de plaisir et la société de consommation qu'on nous présente comme étant, disons, l'apogée de la civilisation. Cet mhm. apogée-là, en fait, c'est les zombies. C'est-à-dire, c'est Ouais, les zombies qui l'incarnent dans l'histoire. Là, ouais. Je pense une autre façon de le comprendre, là, c'est prendre l'exemple, par exemple, d'une mère et de son bébé, là, mm. où, tu sais, pendant un bout de temps, là, à cause du matérialisme, là, les gens avaient l'impression que l'être humain, il était comme surtout déterminé par ses gènes, là. C'est comme un truc matériel, là, où tu n'as pas besoin de trop t'occuper du bébé parce que de toute façon, c'est les gènes qui font la job, là. Fait que la mère, c'est pas trop important. Puis il y a même des régimes communistes qui ont fait des expériences de fous parce qu'ils pensaient vraiment que c'était comme ça que le monde marchait, puis qui ont juste comme laissé des bébés dans des orphelinats où ils faisaient juste les nourrir parce qu'ils pensaient que, ben oui, comme avec leurs gènes matériels, ils vont devenir des humains, ça va être tout, là, quoi. Puis, mais ça n'a vraiment pas fonctionné. Ça a fait des Non. gens avec des gros problèmes, puis même beaucoup, beaucoup de morts, là. Puis, au contraire, ce qui devient de plus en plus clair, là, euh,
en psychologie infantile, c'est que les enfants, au début, sont comme. C'est surtout du potentiel. Il n'y a pas, disons, d'esprit ordonné. Ils ne sont pas une personne dans le sens, euh, disons, dont on le veut dire pour des adultes. Là, sont pleins de potentiel. Ils sont capables de devenir des personnes avec des psychologies complexes, unifiées, tout ça. Mais au début, c'est surtout comme plein de passions qui se battent, puis il n'y a même pas d'émotion claire, il n'y a même pas de sens clair d'où est-ce que le corps de l'enfant commence, puis où le monde finit. Là. Tout est super flou. Il ne sait même pas ce que la différence entre lui et sa mère. Là. Puis c'est de ce genre de chaos plein de potentiel-là, grâce à l'amour de la mère qui se sacrifie pour l'enfant, là, avec plein de temps, avec, comme physiquement, sacrifie aussi de sa santé, plein de choses. Ben, Elle donne son corps à ouais, l'enfant. ouais, C'est ouais. vraiment direct. C'est pas une métaphore, là. C'est vraiment ça qu'elle fait. Puis par ce don-là, ben, ça fait le contraire du zombie. Là. Tu sais, comme l'enfant mange sa mère d'une certaine façon, mais parce que la mère le fait par amour, par sacrifice pour le potentiel que son enfant a, ben, l'enfant va devenir une personne lui-même. Il va apprendre à. Apparemment, les psychologues sont capables de faire ça. Là. Ils regardent, par exemple, le visage de l'enfant puis le visage de sa mère, comment ils interagissent ensemble, puis ils peuvent voir que l'enfant, comme il garoche un paquet de ses passions, plein de trucs super désordonnés, puis la mère prend ça, puis elle, incapable par empathie de savoir que c'est ce genre d'émotion-là, puis je devrais répondre de cette façon-là, puis là, elle répond d'une certaine façon que l'enfant peut voir, puis à travers ce cycle-là, l'enfant devient une personne. Il apprend à ordonner ses émotions, il devient comme une personne, il apprend à savoir où est-ce qu'il commence ou que le monde finit, tout ça. Fait que l'enfant, il est vraiment comme, c'est par l'amour de sa mère qu'il devient une personne. Puis après ce sacrifice-là que la mère a vraiment fait, là, ben, les mères ils vont dire que c'était une expérience qui était pleine de sens, qui valait vraiment le sacrifice, puis l'enfant devient une personne. Fait qu'au lieu d'avoir une mère, mettons, qui restait juste toute seule, puis un enfant qui ne grandirait jamais, là, tu vas avoir, grâce au sacrifice de la mère, puis ils ont l'enfant qui sacrifie ses potentialités, tu vas avoir deux personnes qui grandissent puis qui peuvent être en communion pleine de sens. Fait que c'est comme c'est un peu l'inverse des zombies, là. Au lieu de Oh, oui. comme, dévorer quelqu'un juste pour le détruire et qui n'a aucun sens, c'est un sacrifice de quelqu'un qui permet à quelqu'un d'autre de devenir une vraie personne, de ne pas rester un tas de matière zombifiée. Oui, c'est ça. Puis aussi, tu peux voir aussi une autre version de l'inversion du zombie, qui est que la notion que les identités supérieures, ils mangent les identités inférieures là, de façon normale. C'est-à-dire que une ville, ben, ça se nourrit de nous. Là. Pour que la ville continue d'exister, nous, on doit offrir nos corps et notre force, notre énergie, notre argent, toutes ces choses-là à ces identités-là supérieures. Que ce soit n'importe quoi, que ce soit comme une équipe de basketball ou n'importe quelle forme de communauté ou d'identité supérieure. Mais là, à ce moment-là, c'est comme si ce qui est en haut va dévorer ce qui est en bas pour la soutenir, pour garder son identité Mhm. en forme. Puis nous, on reçoit de ça, bien, on reçoit la communion, on reçoit la possibilité d'être ensemble, on reçoit l'identité, on reçoit le but, le projet, la protection aussi de l'extérieur, une protection qui fait qu'on existe en tant qu'identité. Fait que ça, c'est en fait, fait que c'est pas totalement absurde de penser qu'il y a comme une sorte de il y a des moments, comme tu dis, comme quand la mère se donne à son enfant ou quand nous, on se donne ensemble à un projet supérieur à nous. L'image de dévorer ou de manger les gens, c'est pas juste monstrueux. C'est quelque chose qu'on peut saisir dans son symbolisme, puis qui nous mène, disons, ultimement à la communion, à l'Eucharistie, comme étant l'image ultime de ça. Souvent, les gens ont dit, puis je pense que c'est vrai, que les zombies, c'est comme une parodie de l'Eucharistie. Ouais. C'est vraiment un genre de moquerie. Que le zombie pourrait juste venir d'un monde chrétien, là, ou qu'il y avait quelque chose comme l'Eucharistie au centre de la société, parce qu'au lieu de venir ensemble, de devenir le corps du Christ, mais en même temps aussi de manger le corps du Christ qui est donné pour nous d'en haut, disons le corps qui vient d'en haut, le pain du ciel qu'on reçoit puis qu'on mange. Mais c'est comme ça qu'on communie ensemble. Le zombie, c'est tout le contraire. C'est juste tous les éléments du corps qui se dévorent entre eux puis qui deviennent des particules non associées, là, qui ne sont pas vraiment un corps, qui ne sont pas une société, qui ne sont pas une communion de personnes ensemble. Oui, ouais. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on a beaucoup dit de choses. J'aurais envie de les laisser sur une note positive, disons. Là. Surtout que là, on a parlé des solutions, mais La solution, c'est l'Eucharistie. Oui. Ben, ultimement, c'est ça. C'est ça. Le thème qu'on est en train
Puis, en parlant d'Eucharistie, là, je pense que je ne suis pas sûr si c'est Saint-Augustin ou quelqu'un d'autre qui avait dit ça initialement, mais il y a beaucoup de monde qui remarque ça, là, l'idée que, tu sais, quand nous, on mange l'Eucharistie, comme les zombies mangent des choses, là, mais ultimement, c'est pour que nous, on se fasse dévorer par le corps du Christ. Là. Oui. Quand, de la même façon que, je sais pas, c'est ça à plein d'échelles. Là, nous, on mange l'Eucharistie, mais si tu regardes ça à l'échelle de l'Église, là, c'est comme l'Église qui nous mange. Là. Oui. On revient à chaque semaine, c'est nous qui s'occupent de faire le pain, là, puis on se fait intégrer dans un corps avec ça. De la même façon que moi, quand je mange, en fait, il faut que je donne faut que je donne de partie de mes cellules pour être capable de manger la nourriture que j'ai. Là. Puis, Mm. à l'échelle, si tu regardais, mettons, la cellule de pomme, là, elle est contente d'accepter les trucs que je donne, c'est parce qu'elle ne se rend pas compte que moi, je suis en train de la manger. Là. Oui, mais c'est important de comprendre que c'est nous aussi qu'on offre. Dans la liturgie, c'est vraiment important que nous, on offre les éléments. C'est-à-dire que c'est comme si nous, on offre le corps non transformé, le potentiel. On offre quelque chose qui est potentiel. Puis là, il y a une identité supérieure qui descend Ouais. sur ce corps-là. Puis là, en communiant à ce corps-là transformé, bien, ça nous transforme tout le monde. T'sais. Fait que c'est comme tu dis, comme dans une ville, ça dit nous, on offre notre potentiel. Là, on a du temps, de l'énergie, de l'argent, on a tout ça. Puis, cette potentiel-là, il est baptisé, il est amené dans une unité par l'identité supérieure qui descend dessus. Là. Fait que c'est ça un peu c'est ça l'image d'un monde normal. Là, puis c'est tout Ouais. le contraire. Puis l'idée d'Eucharistie, c'est vraiment important parce qu'Eucharistie, ça veut dire le don de gratitude, là, de donner la gratitude. Ouais. Puis c'est ça aussi la différence entre le zombie puis, disons, une communauté. C'est que le zombie, lui, il est complètement esclave de son désir. Puis il est complètement. Puis il est jamais satisfait. Il y a une insatisfaction infinie qui fait que même s'il mange quelqu'un, il peut en manger un autre tout après. Là, il a toujours faim. C'est la faim qui le motive. Tandis que l'Eucharistie ou le don de gratitude, c'est le contraire de ça. On regarde ce qu'on a, puis on remercie ce qui vient d'en haut. On remercie ce qui vient d'en haut d'avoir ce qu'on a. Là. Fait que ça aussi, c'est le contraire de l'histoire du zombie. Ouais. Ouais. Puis je pense que c'est génial. Ça me donne envie de comme repasser à travers certaines choses dont on a dit, puis montrer comment l'Eucharistie nous permet de donner plusieurs points de la solution au problème, là, justement. Là, où, il y a un côté clownesque, là, c'est vrai, là, au truc qu'on fait. Entre autres, surtout au truc que tu fais, là, dès que tu fais des vidéos sur les clowns, en fait, là, que tu montres, ils sont pleins disons, d'interminations là, ou de problèmes. Qu'on montre des problèmes du matérialisme, comme on a déjà fait dans le podcast ici. Là. On montre des problèmes. Là, l'idée, le nihilisme, ça ne marche pas vraiment, mais le totalitarisme, ça ne marche pas vraiment non plus. Là, pensez-vous qu'il y a peut-être d'autres choses. Il y a un côté où on donne ça, puis mais on ne fait pas juste provoquer non plus. Là. Il y a aussi l'autre projet là, de justement revenir à une vision eucharistique, là, avec entre autres les histoires de zombies dont j'avais parlé tantôt, là, de Warm Bodies, qui donnait une solution, là, où ultimement, c'est par le don de soi qu'on va régler le problème. C'est bien de provoquer avec les clowns, mais si on veut s'en sortir, il faut aussi arriver avec la solution. Puis comment est-ce que, entre autres, l'Eucharistie nous permet de répondre à tous les problèmes de zombies qu'on a dit plus tôt, là. Ça va te relier si tu prends une vision du monde plus traditionnelle où l'esprit fit dans le monde sans trop de problèmes, là, ben, tu peux reconnecter ton esprit avec ta matière, avec ton corps. Tu n'es plus juste comme piégé dans comme le conflit de savoir que tout est d'une certaine façon dans mon cerveau, mais là, mon cerveau il est matériel, fait qu'est-ce que c'est une illusion, ça ne l'est pas. On se réintègre comme notre esprit à notre corps avec une vision du monde traditionnel, entre autres en pratiquant l'Eucharistie, puis ça va nous relier aussi aux autres. Hein. Au lieu d'être une horde de zombies là, où on est tous à côté parallèles, comme dans une banlieue, mais on ne se parle jamais, puis là, on avance tous dans la même direction en suivant nos passions. Au lieu de faire ça, ben, on est en communion, tout le monde ensemble, autour de. On offre notre potentiel à quelque chose de plus haut, puis on fait notre meilleur pour s'aimer puis se pardonner ensemble, pour cohérer. Puis on regagne même une connexion à quelque chose qui dépasse le monde, qui dépasse la matière carrément, là, au créateur derrière tout ça. On regagne tous les niveaux de sens qu'on avait perdus avec le virus matérialiste là, qui nous avait comme coupé de Dieu, des autres, puis même de nous-mêmes. Oui, puis c'est particulièrement important de saisir ça en ce moment parce que, disons, en ce moment, le virus et la réaction au virus, les deux, ils sont en train de nous couper les uns des autres sans saisir l'effet que ça a, disons, sur l'existence du monde, sur l'existence de la société, sur le fait que les êtres humains, en fait, c'est des êtres eucharistiques, des êtres de communion qui ont besoin de se rassembler ensemble
puis d'exprimer leur gratitude envers quelque chose au-dessus d'eux. Sinon, on va se défaire, puis on va juste être des zombies qui regardent Netflix et qui commandent sur Amazon. Là. On va être dans notre monde sans sens où on peut tout acheter, mais qu'on ne peut pas communier ensemble dans quoi que ce soit. Là. Je suis content. Je pense que c'est une bonne conclusion. On a comme bien élaboré le problème puis la solution. Fait que ça va être tout pour l'épisode d'aujourd'hui, à moins que Jonathan ait envie de dire d'autres choses. Non, je pense que c'est le fun. Je suis content qu'on a fait le début et la fin. Là, on va faire l'histoire au milieu. Là. C'est bon. Merci tout le monde. À bientôt. Salut tout le monde.